if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver en ce vendredi. Allez, bientôt le week-end, à chaque fois c'est la même chose. Courage jusqu'au bout pour ceux qui travaillent. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt très très bien. Pourquoi ça va très bien? Notamment parce que les clubs français ont performé en compétition européenne et ça n'a pas de prix dans une semaine. Ça fait du baume au cœur et ça fait plaisir. C'est vrai que je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mais elle n'était pas forcément prévue. On est revenu tranquillement en début de semaine, en courant de semaine, sur un petit peu mes tops et mes flops de ce début de saison en Ligue 1. Et voilà, je me disais qu'on allait tranquillement se diriger vers un nouveau week-end de Ligue 1, une 7e journée. Voilà, comme je le dis, assez calmement. Et au final, pas du tout obligé de débriefer avec vous cette semaine de folie. Tout simplement parce que les clubs français ont alors performé ou surperformé, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas, on a eu des résultats positifs, favorables pour 6 clubs sur 7 engagés en compétition européenne. Oui, parce qu'il a fallu qu'une équipe, Nice, pour ne pas les citer, gâche un petit peu la série, enfin la belle semaine européenne des clubs français, voilà, qui aurait pu rester invaincu si Nice avait fait le job contre le Fenerbahçe. Mais malheureusement, ça fait 14 matchs que Nice n'est pas capable de gagner un match, que ce soit en Europa League, en Ligue des Champions, ou en Conference League, je crois. Donc ouais, on compte pas forcément sur eux, et ça s'est encore vu cette semaine, donc c'est dommage, mais voilà, obligé de se retrouver pour discuter un peu de ça, parce qu'on a quand même eu 6 équipes qui n'ont pas perdu, et dans des grosses affiches, hein. C'est vrai que quand on se retrouve sorti de week-end, lundi ou mardi, en fonction, et qu'on regarde un petit peu les matchs que vont devoir se farcir les clubs français, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League ou en Conference League, bah c'est vrai qu'on est un petit peu inquiet. Et en plus, par le passif aussi des clubs français, on a de quoi être un petit peu inquiet. Les affiches, je peux vous les rappeler. On a commencé par Marseille-Ajax. Bon, c'est vrai que l'Ajax, c'est plus la même équipe qu'en 2019 quand ils font leur épopée, et qui se font sortir en demi contre Tottenham, mais ça reste une grande écurie européenne, redoutée, moins redoutable aujourd'hui, mais voilà, ça reste quand même une très belle équipe dans l'idée. C'est une grande institution, l'Ajax, voilà, même si leur début de saison, là, il est un peu raté. Donc voilà, affiche quand même importante pour Marseille. Le lendemain, on avait deux gros matchs avec Paris qui se déplaçait à Montjuïc pour affronter le Barça. Bon, là, je pense que j'ai pas besoin de vous dire pourquoi c'est une grosse affiche, hein. En plus, depuis l'année dernière et la finale qui n'a pas eu lieu entre Paris et Barça, parce que le Barça a perdu contre l'Inter en demi. Mais ça fait pas depuis l'année dernière que l'animosité et un petit peu les frictions existent entre les deux clubs. Je pense que la remontada en 2017 a joué dans cette friction un petit peu qui existe. Mais voilà, match très attendu à chaque fois qu'il y a un Paris-Barcelone. C'est vrai qu'on sait qu'il y a de l'enjeu. Et donc là, c'était l'occasion d'un petit peu se régler après la finale qui n'a pas eu lieu, comme je le disais. Et en parallèle, on avait aussi un très beau Monaco-Manchester City. Donc là, on en a parlé de Monaco leur début de saison, avec leurs problèmes défensifs notamment. C'est vrai qu'on avait de quoi être inquiet contre Manchester City. Donc ça aussi, c'était une grosse affiche. Donc ça, déjà 3 matchs en Ligue des Champions, assez attendus et assez corsés pour nos clubs français. Et en plus, en Ligue Europa et Ligue Conférence, on avait aussi des matchs très relevés. Lille se déplaçait sur la pelouse de la Roma. Donc ça aussi, c'est une très très belle affiche. En plus, la Roma qui réalise vraiment un bon début de saison. Et à domicile, ils ont perdu qu'une fois sur les 18 derniers matchs, avant le match contre Lille. À domicile contre le Bayer Leverkusen il y a un an, je crois que c'était. Donc ouais, grosse affiche. Il y avait aussi du Strasbourg qui jouait contre Bratislava. Bon, c'est un autre niveau, mais quand même, quand tu dois aller là-bas,
c'est toujours des matchs pièges. Et comme je l'ai dit, il y avait Nice qui affrontait aussi le Fenerbahçe, mais bon, ils ont perdu, donc on va pas les mentionner trop dans cette vidéo, malheureusement. Quand on perd, on a moins envie de parler de vous, quoique, moi ça me fait plaisir aussi de tirer un petit peu des balles sur les clubs qui vont moins bien. Nice, on y reviendra peut-être. Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'il y avait des très belles affiches et que les clubs français s'en sont très très bien sortis. On peut commencer par le match le plus simple entre guillemets, mais parce ils se le sont rendus, c'est mieux dans cet ordre-là, ils se le sont, ouais, je vais pas le répéter, rendu plus simple, c'est le Marseille-Ajax, un 4-0, net et sans bavure. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'un club français a assumé à ce point sa responsabilité et son avantage sur le papier avant le début du match. Mais là, franchement, Marseille, il réalise franchement un super début de saison. Il est resté avant ce match-là sur une victoire quand même assez marquante contre le Paris Saint-Germain hein, dans le classique. Je crois on l'avait débriefé, ouais. Mais voilà, il y avait cette victoire contre Paris qui les avait vraiment lancés, je trouve. Il y avait aussi, c'est vrai qu'il restait aussi sur une très belle victoire face à Strasbourg dans un match qui n'a pas été facile, mais au final qui tourne à leur avantage en toute fin de match. Donc vraiment un effectif marseillais qui arrivait en confiance contre l'Ajax. Mais à chaque fois, moi j'ai toujours, en tant que supporter des clubs français en Ligue des Champions, en Europa League ou en Conference League, il y a toujours cette petite crainte des clubs français voilà, qui n'assument pas leur statut en gros. On arrive sur le papier, on sait qu'on est une meilleure équipe, mais voilà, on est pris par l'enjeu, on déjoue. Voilà, c'est depuis quelques années, j'avais l'impression que les clubs français, enfin de moins en moins justement, mais ça fait depuis une dizaine, quinzaine d'années que je regarde le football français, et j'avais souvent cette sensation-là que les équipes de Ligue 1, dès qu'elles arrivaient sur la scène européenne, il y avait un avantage en amont, mais ça se répercutait pas, pardon, malheureusement sur le terrain, et même quand ça se répercutait, il n'y avait pas cet avantage au final des équipes qui prenaient les 3 points, qui prenaient la victoire. On assistait souvent à des très bons matchs de la part des clubs français et qui se faisaient un petit peu voler la vedette par les équipes plus expérimentées qui finissaient toujours par l'emporter ou par glaner un résultat. Et là, c'est vrai que Marseille, ils ont clairement assuré leur rôle, assumé leur rôle. Pour la réception de l'Ajax, petit changement. Il décide d'aligner Roberto De Zerbi, il décide d'aligner une défense à 4. C'est vrai qu'on avait eu aussi l'habitude de voir des défenses à 3 avec des pistons, avec notamment un très bon début de saison de Timothy Weah, qui était souvent aligné. Et là, c'est vrai on a eu une défense à 4 avec Emerson Pavard pour assurer le rôle de latéral, avec une défense à Garde Medina. Le seul point noir du match, ça va être justement cette blessure de Medina qui va être indisponible, mais bon, il y a de la profondeur. Je pense que De Zerbi il va s'adapter, donc ça va aller. Et donc, ouais, il décide d'aligner un 4-2-3-1 avec la titularisation de Bilal Nadir en numéro 10 et Igor Pechao sur le côté gauche. Pechao, c'est vrai que son début de saison, il était un petit peu en dedans. On percevait les qualités, mais c'est vrai que moi j'avais du mal à m'emballer sur un joueur qui a quand même valu 35 millions d'euros. Mehdi Benatia, il a bien dit aussi, c'est que dans le marché actuel, 35 millions d'euros, c'est plus les 35 millions d'euros d'il y a même 3-4 ans. Mais ça fait quand même une somme rondelette hein, pour un joueur de Ligue 1 qui arrive dans notre championnat. Donc forcément, il y avait des attentes. Et ce qui apparaît, c'est que sur ce match contre l'Ajax, c'est le match de l'explosion pour lui, doublé pour Pechao. De toute façon, toute la ligne d'attaque a marqué avec Aubameyang et Greenwood aussi. Très belle. Donc, comme je le dis, match un petit peu de l'explosion de Pechao qui a vraiment été virevoltant sur son côté dynamiteur. Il a vraiment pris le jeu à son compte et de manière assez décomplexée. C'est ça qui m'a bien plu. C'est vrai que son début de saison, je le sentais un petit peu avec le frein à main.
Et là, c'est vrai il a fait des grosses et belles différences. Et il a fait vraiment mal à ce côté droit de l'Ajax, qui ont souffert de ses qualités. Gros coup de chapeau aussi au choix de De Zerbi de titulariser un milieu Vermaelen O'Reilly. O'Reilly, c'est deux joueurs qui sont arrivés cet été pour le mercato estival. Et c'est deux jeunes joueurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de la scène européenne. C'était le premier match titulaire de Vermeuren. Attends, il faut quand même se rendre compte. Premier match titulaire en Ligue des Champions au Vélodrome contre l'Ajax. Fallait assurer sa place et il fait un match de patron. J'ai adoré son match. Gros QI foot au milieu de terrain, capable de récupérer beaucoup de ballons, de se projeter, de trouver les espaces. Donc vraiment très intéressant. Faut saluer les choix qui sont faits de la part de De Zerbi qui ont vraiment payé. Au final, 4-0, 3-0 à la mi-temps. Le score, il n'est pas du tout sévère pour l'Ajax, hein, qui a vraiment subi la supériorité marseillaise. Et comme je disais, ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle supériorité sur la scène européenne, à part avec Paris, forcément, avec d'autres plus petites équipes. Mais là, c'est vrai que Marseille, il s'impose comme pas un grand d'Europe non plus, parce qu'on va pas les catégoriser de la même manière que des Liverpool, des Manchester City, des Real Madrid, des Barcelone, toutes ces équipes-là. Mais voilà, ils montrent qu'ils sont un cran au-dessus quand même de ces plus petites équipes. Et ça fait plaisir pour nos clubs français qui enfin se montrent à la hauteur, voilà, j'ai envie de dire. Le deuxième match qu'on a suivi, là c'est le match où il y avait le plus d'attentes, je pense, euh, potentiellement le plus d'attentes sur cette phase de groupe de Ligue des Champions, de tous les matchs. Voilà, forcément c'est celui-là qu'on attendait parce que je vous ai dit, hein, il y a un passif entre Paris et Barcelone depuis une dizaine d'années, même plus, mais depuis que Paris est vraiment au niveau européen. Et forcément, on l'attendait d'autant plus avec, comme je l'ai rappelé, la finale qui n'a pas eu lieu l'année dernière, finale de Ligue des Champions. Et malheureusement, ce qui apparaît, c'est que avant le match, la fête, entre guillemets, elle est un peu gâchée par le nombre d'absents et des deux côtés, mais j'ai quand même envie de souligner les absents parisiens parce que c'est toute la ligne d'attaque qui est absente avant le coup d'envoi. Donc Désiré Doué, ça c'est depuis le rassemblement avec les Bleus, comme Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia qui s'est blessé la semaine dernière, je crois, enfin le week-end dernier plutôt. Euh, Pas non plus de... Attends, j'en oublie un. Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Non, j'en oublie. Ouais, non, il n'y a pas non plus de Joao Neves, pardon, euh, qui est donné blessé aussi. Donc ouais, beaucoup d'interrogations et un 11 du coup qui doit être remanié par Luis Enrique et c'est ce il est forcé. Et du coup, il va devoir aligner une attaque très jeune. Bon, il aurait pu mettre d'autres joueurs, hein, on pense à Kanguinli, à Gonzalo Ramos, qui ont un peu plus de bagages et d'expérience sur la scène européenne et au haut niveau. Mais non, là, il fait un choix tranché. Il aligne une attaque. Bradley Barcola, Seny Mayulu, avec Ibrahim Mbaye, pardon, je vais y arriver. Mbaye, peut-être. Je sais pas trop la prononciation, je m'excuse si c'est pas la bonne. Mais en tout cas, une attaque Mayulu, je sais pas s'il a 18 ans. Si, 18 ans peut-être. Mbaye, en tout cas, il est mineur, hein, il a 17 ans. Et Barcola, qui fait office de tonton dans cette attaque, il est pas vieux non plus. Donc, attaque vraiment risquée dans ce genre de match-là. Mais ça fait plaisir aussi de voir Luis Enrique qui donne de la confiance aux jeunes. Et ils vont bien leur rendre parce que Mbaye et Mayulu ils font un super match. Mayulu il marque même, il marque un but super important, le but de l'égalisation. Donc parce que Barcelone ça va être eux les premiers à marquer. Ils ont aussi des absents, hein, Barcelone. Il y a Gavi notamment. Il y a du Baldé aussi, je crois, qui est blessé. Donc ah non il est rentré en plus. Je raconte n'importe mais il y avait des absents, mais pas autant que pour Paris. Ils arrivent quand même à aligner une attaque Yamal, Olmo, Rashford et Ferran Torres. Donc c'est quand même plus sécurisant que l'attaque de Paris sur le papier. Et c'est eux qui vont frapper les premiers avec le but de Ferran Torres.
Mais voilà, gros coup de chapeau au choix de Luis Enrique. Mayulu, qui pour moi est plus un milieu de terrain qu'un attaquant, bah, il va montrer qu'il a aussi des qualités de finition. Sur une grosse percée de Nuno Mendes, voilà, il va réussir à ajuster Chechny. Donc ça, vraiment, chapeau bas. Et ensuite, le coaching de Luis Enrique, il va être parfait. Il va faire rentrer Gonzalo Ramos au bon moment. Et ça va être lui qui va donner la victoire aux Parisiens dans un match qu'ils ont vraiment maîtrisé en deuxième mi-temps notamment. On avait un peu peur que le milieu Frenkie de Jong, Pedri prennent le dessus sur le milieu parisien, d'autant plus avec l'absence de João Neves qui est vraiment important dans ce milieu à 3. Mais pas du tout. Les Parisiens, ils ont été souverains, j'ai trouvé, en deuxième mi-temps, vraiment imposant leur jeu, pressant haut. On le savait, mais il y a une grosse supériorité de Achraf Hakimi et Nuno Mendes. On peut, je pense pas mouiller en disant que c'est les deux meilleurs latéraux, les deux meilleurs joueurs à leur poste actuellement. Donc jouer avec eux, ça aide vraiment Paris offensivement et défensivement. D'ailleurs, ils sont impliqués sur les deux buts, hein. Je crois que c'est Nuno Mendes fait la passe D pour Mayulu sur le premier, et c'est Hakimi, je crois, qui fait la passe pour Gonzalo Ramos, qui a plus qu'à ajuster. Donc ouais, c'est deux joueurs qui font vraiment de grosses différences. Et ça se ressent, mais je trouve que Paris a vraiment fait preuve de caractère parce que les 20 premières minutes, elles sont pas faciles, en plus avec des très jeunes joueurs à l'extérieur à Montjuïc avec une grosse pression du public. C'est pas simple, il faut savoir réagir et ils ont vraiment su le faire avec une grosse force mentale, beaucoup de caractère. Ça m'a beaucoup plu. Et donc ça se termine par une victoire parisienne au bout du bout, parce que Ramos il marque le but à la 90e. Mais voilà, grosse satisfaction pour les Parisiens qui, malgré les absents, montrent qu'ils sont champions d'Europe en titre et qui sont là pour défendre leur titre. Deux fois titre, dommage. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'a plu aussi. Et Paris qui gagne encore en Ligue des Champions, ça fait toujours plaisir. Un match qui a été moins facile, c'est celui qui se déroulait en simultané. Du coup, moi, j'avais les yeux rivés sur Paris. J'avoue que le match de Monaco, je l'ai vu que en replay. Mais c'était un match beaucoup plus dur. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, quand on abordait les problèmes défensifs de Monaco en ce début de saison, on avait des craintes légitimes de voir la réception de Manchester City comme une boucherie potentielle. Et malheureusement, le début de match, il va un peu donner raison à cette crainte, parce que Erling Haaland, il va marquer très vite, à la 15e. Et donc, à partir de là, on se dit, sachant que c'est Manchester City qui avait le ballon la majorité du temps à ce moment-là, et d'ailleurs tout au long du match, hein, on va pas se le cacher. Et donc, quand Haaland marque, on se dit que ouais, ça peut être très long pour Monaco qui a du mal à se projeter, qui n'est pas souverain défensivement, ça on l'a compris, et qui subissent vraiment une grosse pression, possession citizen. Je rappelle, Monaco, on parle des blessés à Paris, mais ils sont pas à plaindre non plus en termes de blessés. Il y a une liste qui est étendue à non plus savoir quoi en faire. Au milieu, il y a du Lamine Camara, il y a du... Ah, comment il s'appelle? À chaque fois, j'ai un trou. Hop, je vais vous dire ça tout de suite. Au milieu, c'est pas... Ah, c'est ça, désolé. C'est Denis Zakaria, voilà, qui manque au milieu avec Lamine Camara. Paul Pogba, bon, c'est pas un joueur qui a joué, donc ça c'est différent. Il y a aussi du Golovin, Van der Son en plus qui se blesse dans ce match-là, Mawissa aussi qui est blessé. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour une équipe de Monaco. Là, à 18h, il va faire le choix de mettre Crépin Diatta en latéral gauche, un petit peu sorti de derrière les fagots, parce qu'il n'était même pas inscrit sur la liste européenne, Crépin Diatta.
Et avec la blessure longue durée de Denis Zakaria, ils ont la possibilité de l'inscrire. Donc il n'était même pas prévu dans les plans et au final il fait un très gros match contre City dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il peut faire. Il a vraiment tout donné sur le terrain et donc ça fait plaisir. Heureusement aussi que Monaco ils vont réagir vite après le but de Haaland grâce à Jordan Taizé qui envoie une mine dans la lucarne de Donnarumma. Donc ça leur a fait du bien mentalement aussi, je pense. Malheureusement, la suite du match, elle va encore donner raison à City qui va prendre la possession et qui va finir par trouver l'ouverture avec Erling Haaland. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, on se dit que les deux buts, ils sont un peu pour la défense monégasque une fois de plus et qu'ils ont encore encaissé deux buts en une mi-temps. Donc les interrogations persistent. Et le doute de les voir revenir dans ce match, il va être présent jusqu'au bout parce que City, ils affichent un très haut niveau de jeu. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas dangereux très régulièrement, ils ont souvent la possession, mais c'est vrai qu'ils n'en font pas grand-chose la plupart du temps. Mais quand tu mènes 2-1, que t'as pas quand tu es mené 2-1, que tu n'as pas le ballon, que tu joues Manchester City, que tu n'as aucune assurance défensive, que tu n'arrives pas à te projeter, bon bah c'est vrai que ce scénario-là, les clubs français, ils l'ont connu et souvent ça se termine par une lourde défaite ou du moins une défaite sans regret parce que l'infériorité elle se voit sur le terrain. Et là, ce qui va changer, c'est que Monaco va avoir de la réussite sur un coup de pied arrêté assez anodin. Eric Dyer, il met la tête là où moi j'aurais pas mis mon pied. Et ben grand bien lui fasse. Il est percuté, il prend un coup de pied parce qu'il incline un peu sa tête et qu'un joueur de Manchester City joue le duel avec son pied. Sauf que c'est lui qui prend le ballon, du coup penalty. Penalty pour Monaco à la dernière minute qui va être transformé par le même Eric Dyer. Et donc deux partout au final. Et franchement, bon, ça fait plaisir quand des clubs comme Marseille gagnent 4-0, quand Paris arrive à battre le Barça avec tous ses blessés. Mais ce que je trouve, ce qui change le plus, c'est quand des équipes sur le papier et sur le terrain, parce qu'on va pas se mentir, Monaco sur le terrain face à City pendant 90 minutes, tu rejoues le match 600 fois. Combien de fois Monaco arrive à ne pas le perdre? Parce qu'il ne le gagne pas au final, mais arrive à ne pas le perdre déjà. Et ben je veux bien savoir, mais cette fois-ci, la réussite leur sourit, et ça, c'est pas arrivé non plus très souvent en compétition européenne pour les clubs français. Cette fois-ci, ça tourne en leur faveur, ça fait penalty, ça fait transformation par Eric Dyer, et ça fait deux partout, match nul face à Manchester City. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir que des clubs français arrivent à avoir cette... J'ai pas envie d'appeler ça de la chance, parce que j'ai l'impression que depuis quelques années, ça tourne toujours en faveur des équipes adverses. Et au bout d'un moment, on a arrêté d'appeler ça de la chance, on a appelé ça de l'expérience. Donc j'ai envie d'appeler ça de l'expérience pour Monaco qui arrive à glaner un point important dans sa route européenne, surtout qu'il y a eu cette lourde défaite face à Bruges il y a 2 semaines de ça. Donc ce point-là, il est super important dans un match aussi compliqué. Voilà, ça a bien fait plaisir. Une autre grosse satisfaction, ça a été celle du LOSC sur la pelouse de l'AS Roma. Comme je vous l'ai dit, l'AS Roma, ils font un très gros début de saison et ils sont vraiment à domicile très compliqués à jouer. Même à l'extérieur, on les avait vus notamment la semaine dernière contre Nice en Ligue Europa. C'est une équipe qui, de par son assise au milieu de terrain, avait vraiment mis la pression aux Aiglons et les avait fait déjouer, même si en deuxième mi-temps ça s'était mieux passé avec les changements, on l'avait dit, mais une équipe très compliquée à jouer. Et ce que j'ai bien aimé avec cette équipe du LOSC, c'est qu'ils ont vraiment regardé dans les yeux l'AS Roma. Sur le papier, il y a peut-être des joueurs qui sont supérieurs techniquement du côté de l'AS Rome, encore que ça se discute. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que Lille a vraiment joué avec ses qualités, ne s'est pas travesti.
En plus, il restait sur des résultats en dents de scie, si je puis me permettre, parce qu'il y avait quand même eu cette défaite contre Lens dans le derby et ce week-end contre Lyon dans un match où il domine. Donc ouais, il y avait cette frustration et ce besoin de récupérer la confiance. Pardon. Et c'est vrai que l'AS Rome, c'est pas forcément le meilleur adversaire pour récupérer de la confiance. Mais, euh, mais ils arrivent à Rome avec des idées, des ambitions. Un 4-2-3-1 assez classique avec Olivier Giroud à la pointe de l'attaque. Quand même des changements en défense, on sait qu'ils sont aussi sujets à des blessures avec notamment Alexandro. Je crois qu'Engoy il est laissé au repos. Thiago Santos aussi laissé au repos. Mais voilà, Lille, ils font leur match, ils vont vraiment faire une belle entame qui va se conclure par un but d'Ocon Haraldsson euh, qui va être d'une importance capitale. Ocon Haraldsson, il fait vraiment un gros match, très disponible. Lui qu'on avait un peu critiqué dans ce début de saison après son retour de la trêve internationale, je le trouvais un petit peu moins, à titre personnel, euh, un peu moins présent dans les matchs que ce qu'il avait l'habitude de nous proposer. Et là, c'est vrai qu'on l'a retrouvé à son meilleur niveau. Euh, Au milieu de terrain, il y a moins de, j'ai trouvé qu'il y avait moins de résonance côté Rome que la semaine passée face à Nice. Ça, c'est grâce aussi à un énorme Ayoub Boadi. On rappelle que c'était ses 18 ans hier, du coup, sachant que l'année dernière, il avait fêté ses 18 ans face au Real Madrid dans une victoire. Là, il fête ses 18 ans face à la Roma dans une victoire. Le garçon porte bonheur, il faut l'avoir dans son équipe si vous voulez gagner des gros matchs sur la scène européenne. Et en plus, quel match! L'année dernière, il avait fait un énorme match contre Madrid. Là, il fait un énorme match contre la Roma, donc son anniversaire lui réussit plutôt bien. Sa paire avec Ben Taleb hyper intéressante en l'absence de Benjamin André. Euh, donc ouais, ça a vraiment été un gros motif de satisfaction. C'est vrai que la Roma, ils ont tenté, ils se sont procuré des belles occasions. Forcément, on peut pas revenir sur ce match sans parler du penalty gate. Qu'est-ce qui s'est passé si vous n'avez pas suivi? Tout simplement, l'AS Roma, il bénéficie en fin de match, c'était à la 80e, je crois, d'un penalty qui est assez contestable parce que Mandy, qui est coupable, il va essayer de dégager, mais le ballon va toucher son pied puis sa main. Et donc on sait que quand il y a un contact avec une partie du corps avant de toucher la main dans la surface, bah, la règle indique qu'il ne devrait pas y avoir penalty. Bon là, ce qui se passe, c'est que l'arbitre siffle penalty. Donc penalty pour Rome à la 88e minute. À ce moment-là, on se dit que voilà, les efforts des Lillois, ils vont malheureusement pas être payés. Et encore une fois, on a ce souvenir des derniers matchs des compétitions européennes des clubs français qui se font à chaque fois dans des bons matchs punir par des équipes avec plus d'expérience. Donc il y a un petit peu ces vieux démons qui ressortent et cette crainte de se faire un petit peu pas voler parce que l'AS Roma ils font aussi un bon match et je pense que si ça s'était quitté sur un match nul, personne n'aurait fait de scandale. Mais voilà, le match de Lille, il était vraiment abouti et ça aurait été très dommage de ne pas le conclure par une victoire. Et donc à ce moment-là, quand le penalty est sifflé, on se dit que voilà, la malédiction entre grosses guillemets des clubs français en compétition européenne va se reproduire et ils vont se faire rejoindre de score. Mais ce qui se passe, c'est que le penalty il va être raté par Artem Dovbyk, je vais y arriver, une première fois. Et donc là, soulagement du côté des Lillois voilà, qui déjà se sentaient un petit peu lésés par le coup de sifflet, peuvent souffler. Euh, Ce qui se passe, c'est que l'arbitre demande à faire retirer le penalty parce que des joueurs seraient rentrés dans la surface avant que des joueurs lillois seraient rentrés dans la surface avant que le tireur romain tire, tout simplement. Donc penalty à retirer. Le penalty est arrêté une deuxième fois. Donc là, stupeur à Rome
et énorme joie du côté des Lillois. Sauf que l'arrêt de Berkey-Ozer, il faut quand même mentionner son nom parce que c'est fou la performance qu'il a fait, même si en début de match, tout le monde critiquait ses relances qui étaient à juste titre horribles. Il perdait tous les ballons, moi ça m'a énervé derrière mon écran. Mais bref, sur ce coup-là, incroyable. Donc il arrête le deuxième penalty. On se dit incroyable, deux penaltys arrêtés d'affilée, ça arrive dans le foot, mais c'est quand même assez rare. Et sauf qu'à ce moment-là, l'arbitre réintervient. La VAR le rappelle parce que Berkey-Ozer n'avait pas un pied sur la ligne. Vous connaissez la règle pour les penaltys, il faut au minimum un pied sur la ligne. Et c'est vrai qu'à l'image, c'est clair, malheureusement, Berkey-Ozer, il est trop avancé sur sa ligne. Et donc, penalty à retirer une troisième fois. Et ce qui se passe, c'est que Berkey-Ozer, il va arrêter pour la troisième fois le penalty. Cette fois-ci, qui ne sera pas retiré. Donc, il arrête au final le penalty, les penalties. Et Lille va réussir à tenir jusqu'au bout le résultat et s'imposer 1-0. Donc, grosse satisfaction face à une équipe de Rome qui prend très peu de buts depuis le début de la saison. Je crois que le but de Lille, c'était le troisième encaissé depuis le début de la saison. Donc ouais, vraiment, en plus on connaissait les défauts lillois sur la finition depuis quelques semaines. Ça va vraiment leur permettre de se rassurer. Et très belle victoire, très encourageante. Ça relance vraiment une dynamique côté Lille. Et ça fait plaisir pour les supporters français des clubs en compétition européenne qui ont pu profiter de ces 3 points une nouvelle fois. Et une autre équipe qui a réussi à tirer 3 points de son match. Et je finirai par là. Je parlerai pas trop de Strasbourg parce que j'avoue, j'ai pas vu le match face à Bratislava et que c'est un match un petit peu plus facile à gagner entre guillemets, même si Strasbourg, ils ont peu d'expérience sur la scène européenne et gagner contre Bratislava là-bas, c'est jamais anodin et ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, le job a été fait, Strasbourg, et on suivra leur parcours en Conference League. Mais c'est vrai que le match de Lyon, lui, il m'a vraiment séduit. Lyon qui recevait Salzbourg au Groupama Stadium. Lyon, on avait parlé dans la vidéo précédente sur ce qui me plaisait dans le début de saison de club de Ligue 1. C'est vraiment une équipe qui est en confiance, en fait, tout simplement, et qui peut s'asseoir, pas s'asseoir, comment dire, qui est assuré, qui a une assise, voilà, c'est ça que je voulais dire, qui a une assise défensive assez impressionnante. On rappelle la stat, hein, ils ont pris que 3 buts depuis le début de la saison, 3 buts contre Rennes. Et donc ils peuvent vraiment s'appuyer là-dessus, avec une attaque un petit peu défaillante, mais quand on prend pas de but, on perd pas de match, comme je l'ai dit. Et donc ça fait plaisir. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir sur le terrain quand j'étais devant le match entre Lyon et Salzbourg, c'est que les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont connectés, il y a une solidarité, voilà, c'est le terme que je cherchais, il y a une vraie solidarité dans cette équipe lyonnaise. Je sais plus si c'est l'équipe ou quel média où j'ai lu ça, mais il disait que le groupe de l'Olympique Lyonnais, il est vraiment soudé avec des joueurs qui s'entendent vraiment bien, qui font des soirées tous ensemble, chez l'un, chez l'autre. Bon, évidemment, ces infos-là, à chaque fois, elles sont à prendre avec des pincettes. À chaque fois qu'il y a une équipe qui fonctionne bien en début de saison, tout va bien, c'est Kumbaya, tout le monde est ami, tout le monde, voilà. Donc à prendre avec des pincettes. Mais c'est vrai que moi, je le ressens sur le terrain, cette entente en fait entre les joueurs. C'est vraiment plaisant à voir. Si vous n'avez pas vu de match de Lyon depuis le début de saison, je vous invite à regarder. Les joueurs, ils font les efforts les uns pour les autres. C'est pas les meilleurs joueurs techniquement. Ils ont tous des qualités techniques. Voilà, ils sont pas là pour rien. Mais il y a des joueurs avec plus de qualités techniques. Mais là, c'est vraiment un collectif, voilà, qui fait la différence. Et ça se ressent dans ce match face à Salzbourg qui a vraiment été débordé par la cohésion, la solidarité, l'entente des Lyonnais. C'est vrai qu'on avait parlé de leur problème à marquer des buts,
Bon, bah là, Martin Satriano, il délivre Lyon à peine 10 minutes après le coup d'envoi. Premier but pour lui sous maillot lyonnais. On l'avait connu à Brest. Je pense que ça aussi, ça va lui faire du bien. Il a la lourde tâche de remplacer Mikotadze et Lacazette, notamment. Donc ouais, attention, si Lyon il commence à avoir un attaquant qui marque des buts, va falloir s'inquiéter. Mais ouais, sur ce match-là, ils sont vraiment en domination. Euh, Évidemment, il y a des moments où il y a des temps faibles, il y a des moments où Salzbourg il les met en difficulté. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette équipe de Lyon, c'est que les actions qu'ils encaissent, ils arrivent à les rendre pas. Il y a des dangers à chaque fois, hein, on va pas se mentir. Lyon, c'est pas non plus 90 minutes on prend pas une frappe cadrée. Voilà, il y a des alertes. Mais ils arrivent à réduire quand même énormément le danger sur leur surface. Et Dominique Griff, à chaque fois, il n'a pas non plus des arrêts de fou à faire, même s'il est très rassurant dans ses cages, je trouve. Et ça aussi, c'est un gros point fort pour un gardien d'être rassurant comme ça. Et donc, quand vous cumulez une défense avec un gardien rassurant, une défense qui, qui, qui a l'air de fonctionner bien ensemble, hein. La charnière Mata-Niakate, elle a vraiment ses automatismes et ça se sent. Tagliafico, Kluivert, c'est très bien. Kluivert, il va même marquer le deuxième but lyonnais. Ça, on connaît la capacité des Lyonnais voilà, à faire marquer des milieux de terrain et des défenseurs. Cette fois-ci, c'est Kluivert. Avant, c'était Tessman. Avant, c'était Morton. Donc voilà, ça c'est bien aussi d'avoir cette possibilité d'avoir plusieurs buteurs dans l'équipe. Mais voilà, une défense qui trouve vraiment des automatismes et des mécanismes. Et je trouve que c'est hyper important pour une défense. Et c'est le cas pour Lyon. Ce que je trouve vraiment positif et très encourageant pour la suite. Parce que des fois, on pourrait se dire qu'il y a une équipe qui fonctionne bien pendant un mois et après tout s'écroule et c'était que de la poudre aux yeux, j'ai envie de dire. C'est la profondeur de l'effectif lyonnais. Alors je mets directement une petite astérix, la profondeur mise à part au poste de numéro 9 parce que déjà j'avais parlé de mes doutes sur Martin Satriano. Là il marque très bien, mais je pense qu'il leur manque quand même un numéro 9 vraiment de gros calibre et je pense qu'ils iront le chercher au mercato hivernal. Mais il y a quand même une très bonne profondeur de banc. Là, le milieu de terrain, c'était Mathilde de Carvalho, un jeune, avec Tanner Tessman. Il y a la possibilité de faire entrer Morton. Sur le 11 de départ pardon, là, Tolisso, il joue numéro 10. Il y a une alternance avec Pavelchuk. Malik Fofana, il est reposé, il rentre en jeu. Karabech, super intéressant avec sa patte gauche. Il y a des changements avec Morton, Fofana, Kalismera, Maitland-Niles. Il y a aussi des jeunes avec Alfonso Moreira. Donc vraiment, il y a des possibilités pour Paulo Fonseca. Et je trouve qu'il utilise vraiment bien son effectif. On sent que les joueurs, ils connaissent leur rôle, ils s'entendent bien. J'ai pas l'impression il y a des guerres d'ego, il y a des cadres pour encadrer tout ça. Tout le monde a l'air de trouver sa place et c'est ce qui fait que Lyon arrive aussi bien à performer et donc forcément on le voit tous les week-ends et en semaine avec leur deuxième victoire déjà en compétition européenne après celle de Utrecht la semaine dernière. Donc voilà, semaine européenne quasi parfaite, hein. Je rappelle, Nice s'est incliné face au Fenerbahçe, mais voilà, Marseille, Paris, Lille, Lyon, Strasbourg et Monaco n'ont pas perdu et ont pour la plupart gagné. Je passe un big up quand même à Strasbourg, on n'en a pas parlé, mais c'est pas simple, comme je l'ai dit, d'aller s'imposer contre Bratislava là-bas. Surtout, c'est une équipe jeune et voilà, donc c'est hyper intéressant. Peut-être qu'on entre dans une nouvelle ère pour nos clubs français, une nouvelle ère où ils arrivent à performer à leur niveau en compétition européenne. J'ai très hâte de voir si ça peut se traduire par la suite sur toute une campagne européenne. Je dis pas que on va
va gagner la Ligue des Champions, je dis un club français va gagner la Ligue des Champions chaque année et qu'ils vont tous faire au minimum quart de finale, c'est pas ce que je dis. Mais c'est juste que les saisons dernières, j'avais la frustration et l'impression frustrante plutôt que les clubs français ne performaient pas à leur niveau sur la scène européenne. Ils étaient freinés, je sais pas, stressés, je sais pas ce qui allait. Il y avait une petite crainte et une impression d'être pas à sa place sur la scène européenne. Et on n'arrivait pas totalement à voir les qualités qu'on retrouvait en Ligue 1 chez certaines équipes. Et là, j'ai l'impression qu'on a passé ce cap-là et ça donne des résultats et c'est hyper plaisant. Donc très encourageant, très hâte de voir la suite et de pouvoir débriefer ça avec vous. En attendant, il y a la Ligue 1 qui nous rappelle ce week-end, comme chaque semaine. Quoique, il y a la trêve qui va arriver après, donc on sera pas ensemble pendant une petite semaine, mais voilà. Euh, Très hâte de retrouver les clubs français après leur très, très belle performance en compétition européenne, comment ça va se traduire en Ligue 1. Et nous, on sera là pour parler de tout ça dans une nouvelle vidéo, je l'espère. Euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, me suivre sur Twitter. Je mettrai mon Twitter comme d'abord en description. Et sinon, bah, je crois que c'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine, pardon. Allez, salut.